Merci Alexandre pour cette introduction. Tu m'as mis la pression là, hein. Mais, en tout cas, merci aux organisateurs de m'avoir invité et bravo pour ces matinées qui sont effectivement un succès, et un succès dans la durée, ce qui est quand même un élément important de mesure du succès, la durée. Donc je vais vous parler des données de recherche. Alors effectivement, ma légitimité, je ne suis pas bibliothécaire. Alors où est ma légitimité pour parler des données de recherche? Je ne suis pas chercheur non plus, mais j'ai un background, j'ai un doctorat en sciences de la Terre, et puis j'ai également fait une école d'informatique, donc je suis à la fois informaticien et géologue, on peut dire. Et puis je suis tombé dans la gestion de l'information assez vite. Et ça fait un peu plus de 30 ans que je fais de l'information au CNRS et que je gère de l'information et que je suis au contact des bibliothécaires et des documentalistes et des gestionnaires de l'information. Et donc, et je me suis intéressé relativement vite au libre accès et aux données de recherche. Et ce sujet est effectivement assez passionnant. Et il intervient à un moment, et c'est un peu de ça dont je vais vous parler, où les pratiques de recherche évoluent beaucoup, et où la mécanique de construction de la connaissance est énormément basée sur les données de recherche et sur, évidemment, ce que l'on en fait, l'efficacité du processus de construction de la connaissance étant en partie liée à la bonne gestion des données de recherche. Alors, effectivement, j'ai la chance aussi d'avoir fait beaucoup de projets européens sur ces sujets-là et d'intervenir à l'échelle européenne à travers une association qui est l'association Science Europe, qui regroupe les financeurs de la recherche et les organismes de recherche à l'échelle européenne, et qui a un certain nombre de groupes de travail et qui s'est intéressé évidemment au libre accès et aux données de recherche. Donc, je représente le CNRS dans ce groupe de travail, où il est extrêmement intéressant d'avoir une vue un peu internationale de la façon dont se gèrent les données de recherche dans les différentes disciplines et dans les différents organismes. Je participe également à quelque chose qui s'appelle l'Alliance pour les données de recherche à l'échelle mondiale, qui est aussi une espèce de plateforme de travail commune entre chercheurs et professionnels de l'information pour développer des mécaniques qui soient un peu fiables autour des données de recherche. Donc voilà un peu le parcours et ce qui me donne une certaine forme de légitimité parce que je suis un peu un observateur privilégié de l'évolution de ces choses-là. Alors, je vais parler assez rapidement de l'évolution des pratiques de recherche. Que vous soyez dans le processus de recherche, que vous soyez dans les chercheurs ou doctorants ou dans les fonctions d'appui autour de ces activités de recherche, vous avez un rôle à jouer et vous subissez ou accompagnez ces modifications des pratiques de recherche, donc c'est intéressant d'en parler. Je parlerai de ce qu'on appelle un peu l'open science, qui est cette idée un peu nouvelle justement qui sous-tend cette modification des pratiques et qu'on essaye d'organiser. Je parlerai de l'impact des fonctions d'appui rapidement et je parlerai surtout des barrières et comment faire pour lever les barrières à cette circulation des données, comment définir une meilleure culture de la donnée et du partage. Des infrastructures, et je ferai un focus qui m'a été demandé par Alexandre sur les aspects éthiques et juridiques, puisque la France est en train de se doter, en s'alignant cela sur un certain nombre de pays européens, est en train de se doter d'une législation concernant le numérique, avec un volet qui est très intéressant pour la recherche et qui se débat en ce moment. Voilà, on est en ce moment entre les navettes entre le Parlement et le Sénat, donc c'est assez intéressant à discuter. Alors, c'est quoi la recherche aujourd'hui? On est effectivement à un tournant où on s'intéresse à traiter des sujets sociétaux de plus en plus vastes, de plus en plus interdisciplinaires, de plus en plus larges. Et les questions qui se posent sont des questions assez globales et où chacun peut avoir une part de la connaissance. Mais derrière toutes ces questions sociétales, on retrouve des notions assez fondamentales qui sont les infrastructures de recherche et les données. Donc, et d'ailleurs, la donnée scientifique, dans son processus de création, est vraiment considérée comme une infrastructure de recherche. Autrement dit, la production d'une donnée n'est pas faite à un instant T dans le cadre d'un projet ou dans le cadre d'une activité de recherche.
strictement et uniquement pour cette activité de recherche, il faut absolument l'intégrer dans l'idée d'une construction de connaissances et d'une participation à une infrastructure de recherche. Autrement dit, on accumule du savoir et de la connaissance, mais on accumule aussi du matériau à partir duquel on va pouvoir redévelopper des choses et des nouveaux projets, etc. Donc la donnée est absolument essentielle dans le processus de recherche et on le voit, quelles que soient les disciplines, et évidemment, quels que soient les sujets et les thématiques sociétales interdisciplinaires qui se développent aujourd'hui. Alors, dans le processus de création de la science, qu'est-ce que ça veut dire? On a fait, voilà, il y a quelques milliers d'années, essentiellement de la science expérimentale, la science naturaliste, de l'observation. C'était le premier paradigme scientifique. Il y a quelques centaines d'années, on a commencé à théoriser la science, et ça, c'était une avancée énorme, à définir des lois naturelles et à essayer de construire finalement notre observation en faisant référence à ces modèles. Et puis, il y a quelques dizaines d'années, ça va assez vite, mais c'était quand même il y a quelques dizaines d'années, on a la science computationnelle, comme on dit, qui est arrivée, autrement dit, la simulation. C'est-à-dire on a commencé à pouvoir tester ces modèles théoriques avec des données réelles et simuler et faire des choses extrêmement intéressantes parce qu'on a commencé à pouvoir intégrer ce qu'on ne pouvait pas faire à l'échelle humaine, c'est-à-dire des processus multiparamétriques et traiter des phénomènes globaux avec des approches beaucoup plus systémiques sur des événements, et on pouvait modéliser donc ces comportements de phénomènes complexes. Et puis aujourd'hui, on s'aperçoit que on a ces quantités massives de données qui sont produites, et très souvent, on produit de la donnée non pas seulement pour une expérience ou un projet de recherche, etc., mais on produit de la donnée massivement, de façon routinière, dans des observatoires ou dans des choses comme ça, avec un processus d'accumulation, et la donnée devient elle-même une vraie infrastructure à partir duquel vont pouvoir être développés sur une durée beaucoup plus importante un certain nombre de projets, de recherche, etc. Donc la donnée elle-même est un élément fondamental par son côté massif, accumulateur, et ce qui est très intéressant, c'est que se développe une véritable science de la donnée, et dans cette science de la donnée, on trouve cette idée que on va pouvoir découvrir des choses qu'on ne voit pas absolument à la première approche, et qu'on va continuer à apprendre. Alors après, ça veut dire que derrière, il y a énormément de technologies à développer autour de ce qu'on appelle le machine learning, etc. Enfin bon, j'en parlerai un petit peu de ces choses-là. Mais ce qu'il faut bien retenir, c'est que on est dans une mécanique d'accumulation et de production extrêmement importante. Alors, les mots qui tournent autour de ça s'appelle Open Research, Science 2.0, e-Science, Open Science, etc. Mais ce que l'on peut dire, c'est que la science, elle est beaucoup plus numérique, et les données qu'on produit sont essentiellement numériques. Et si par hasard elles ne l'étaient pas, on a tendance à très vite les transformer en données numériques, que ce soit les corpus de linguistes, que ce soit des données archéologiques qu'on va numériser 3D, que ce soit, etc. Donc on a tendance à transformer énormément les données en numérique. On a une science qui est plus collaborative, qui est plus interdisciplinaire. On a tendance à répondre à des défis sociétaux qui mélangent évidemment les disciplines, à être plus réactive. On accumule du savoir, mais on a besoin d'être beaucoup plus réactif, plus citoyenne. On a le développement aussi du crowdsourcing et de la science citoyenne. C'est quelque chose, non seulement dans la production de données, mais également dans la demande. C'est une demande sociétale citoyenne. Et donc nécessairement plus partagée. Alors partager, ça veut dire partager des objectifs, mais ça veut dire aussi partager des résultats, et ça veut dire partager les choses intermédiaires que sont les données qui sont produites dans les processus de recherche. Alors ça se passe aussi dans un événement, enfin dans une évolution globale qui est que on a un accroissement de la production scientifique parce qu'on produit plus de choses, parce qu'on a plus de chercheurs, parce qu'on a plus de matières produites. On a des nouvelles façons de faire de la science, bien sûr, et on a surtout des défis sociétaux extrêmement importants. Aujourd'hui, quand on pense à la stratégie de recherche, c'est des grands thèmes liés à l'énergie, au vieillissement, à la nourriture, etc. Et que on replace toujours ces choses-là dans des concepts sociétaux très très importants. On fait de plus en plus de sciences, évidemment, applicatives et guidées par les défis sociétaux. Alors, il y a
quelques années, ça va être en 2013, la Commission européenne avait lancé une vaste enquête à l'échelle européenne pour savoir comment les gens ressentaient ce problème des données, ce problème scientifique des données, et qu'est-ce qui se passait. Alors là, vous avez une vue, c'est très, très schématique, mais vous avez le cercle de production de connaissances de la recherche en bleu, qui vous dit qu'effectivement, on accumule les données, on les analyse, on publie, on analyse ces publications, on reconceptualise, etc., et qu'on est dans un cercle. Alors, il y a de la perte en ligne là-dedans, hein, évidemment, tout n'est pas recyclé, etc., il y a même beaucoup de pertes. Si on regardait le nombre de publications qui ne sont jamais lues, on pourrait s'inquiéter un petit peu du système, mais bon, passons, c'est pas le sujet aujourd'hui. Mais tout autour, on a un cadre qui évolue beaucoup. On a donc cette science citoyenne, le développement des codes informatiques en open source, c'est quelque chose qui est extrêmement important aussi dans le processus. Le développement des préprints, c'est-à-dire la circulation même des publications qui s'est améliorée, le développement du libre accès, etc. Des méthodes d'évaluation de la recherche et d'évaluation des résultats scientifiques qui évoluent. On a le développement des réseaux sociaux autour des activités de recherche, de la notation, etc. Donc voilà, tout autour de ce cycle de recherche, qui reste le même globalement, qui lui n'évolue pas particulièrement, on a énormément de nouvelles pratiques qui s'installent. Alors, l'open science, c'est quoi? Comment essayer de formaliser ces principes-là et de le retrouver dans des actions concrètes? Qu'est-ce que ça veut dire? L'idée, c'est que on est plus collaboratif et plus contributif. Autrement dit, par rapport à soi-même, on peut imaginer que ce que l'on produit comme connaissances et les moyens que l'on a de les produire, c'est quelque chose qu'il faut partager avec les autres. On est de plus en plus intéressé à ce que font les autres, plus collaboratif, plus participatif, et en retour, ça nécessite que l'on ouvre soi-même ses propres processus, ses propres données, ses propres façons de travailler. Les résultats de cette circulation et de cette ouverture bilatérale avec les autres, c'est que ce que l'on produit doit être redistribué, réutilisé, et que une des choses, enfin un des points aussi que j'ai mis en rouge dans cette définition, c'est le côté de reproduction de la science. On doit être capable de fournir les éléments, quand on produit de la connaissance, qui valident ce principe de production de connaissances. Alors, les publications sont évaluées par les pairs, certes, c'est très bien, mais comment asseoir la réalité de ce qui est dit dans une publication, si ce n'est en mettant à disposition les données qui ont permis de construire ces raisonnements qui sont dans les publications. Donc on voit qu'aujourd'hui, le lien entre la publication et la donnée est fondamental, et que le principe de donner accès aux données qui sont associées aux publications devient quelque chose d'incontournable dans le processus. C'est ce qu'on définit dans le contexte européen, j'en parlerai un petit peu plus tard, par underlying data. C'est vraiment les données qui sont liées aux publications, qui sont sous-jacentes et qui permettent à la publication d'exister. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important parce que on est aujourd'hui dans le régime des obligations contractuelles à fournir ces données. J'ai mis ici une diapo avec quelques conseils de lecture pour illustrer ces choses-là. L'Académie royale, la Royal Society britannique a fait un rapport qui s'appelle Science as an Open Enterprise, qui date de 2012, mais qui est excellemment fait par des chercheurs, avec un niveau de réflexion extrêmement intéressant, et qui brosse voilà, ces évolutions des pratiques de science, et c'est vraiment très intéressant. À gauche, vous avez les résultats de la consultation publique Science 2.0 de la Commission européenne, qui aussi a une excellente analyse globale basée sur une enquête réelle qui a eu lieu en 2012, je crois. Et à droite, vous avez un rapport qui vient d'être produit l'an dernier par l'OCDE, et ça c'est extrêmement intéressant parce que l'OCDE c'est quand même une espèce de mesure permanente dans ce type de rapport de ce qui se fait dans les grands pays de l'OCDE qui portent et qui guident la recherche. Et c'est très intéressant de voir où sont les barrières, car l'OCDE qui réfléchit en termes d'innovation, de transfert, de valorisation de la science et de la façon dont la science se transfère vers la société, analyse vraiment ce point de vue. Et donc on voit bien qu'est-ce qui est important et pourquoi les données sont
très importante dans ce système-là. Alors, voilà, je reviens sur ce schéma. Ça, c'est ce qui existe dans le principe, et ça, c'est l'écosystème des services et des applications qui existent. Alors, vous voyez, il y en a partout. Alors, aujourd'hui, il y a des applications sur les réseaux sociaux, Academia, ResearchGate, etc. Il y a des applications sur les annotations, on a des réservoirs de dépôt de données qui existent. Donc, on a un florilège d'applications qui sont nées, qui tournent plus ou moins bien, qui existent, certaines meurent, disparaissent, sont rachetées, etc. Parce qu'il y a des sociétés derrière, c'est très intéressant de voir ça. Mais on est bien dans un contexte où on ne parle pas dans le vide. On a réellement des chercheurs qui utilisent et qui développent des processus autour de toutes ces nouvelles fonctions autour de la science. Donc c'est pas quelque chose de simplement, comment dire, on va dire du discours, c'est vraiment une réalité dans les applications. Alors je vais faire un focus sur les données elles-mêmes et sur est-ce que vous arrivez à lire correctement? Je pense que c'est un peu petit. Le contexte, on peut parler des données sous différents angles évidemment. Moi, je travaille sur cet aspect-là en essayant d'être assez pragmatique et d'éviter justement le discours trop livresque et d'essayer de rendre compte de la réalité, en particulier dans un système dynamique où les données sont produites, analysées, etc., et où abouties, transformées. Donc, c'est intéressant de voir comment un peu ces choses-là vivent. Alors, sur la partie droite, j'ai mis un certain nombre de définitions, enfin de classifications des données telles que moi je les vois. Alors des données, il y en a dans des articles scientifiques. Il y a des formules chimiques, il y a voilà, des éléments qui sont des éléments purs de données qui sont répartis dans un texte, dans une publication scientifique. Ces éléments, ils sont embedded, ils sont vraiment à l'intérieur du texte, ils sont mélangés. Ils sont relativement difficiles à appréhender autrement que par une lecture séquentielle humaine et se développe autour de ces données particulièrement tout un travail autour de ce qu'on appelle la fouille de données, la fouille de contenu, le TDM, Text and Data Mining, et cette activité-là est une activité de plus essentielle. Alors on va voir qu'elle a pas mal d'importance. Et elle a une importance aujourd'hui dans l'évolution des pratiques des professionnels de l'IST. Car aujourd'hui, un chercheur, c'est un peu une simplification, mais un chercheur ne peut pas lire l'ensemble de la production de son domaine. Il passerait son temps à faire ça, il y a trop de choses, vraiment, il y a trop de production. Et donc, il est obligé de faire des choix, sauf si derrière, il y a une assistance à la lecture qui peut être faite par des activités de TDM. Et c'est un des enjeux du TDM, de pouvoir explorer les contenus des articles pour en extraire des faits, de la connaissance, qui peut être mis à ce moment-là, synthétisé et mis en accès pour les chercheurs, de façon à pouvoir accéder, parce que le temps manque pour lire l'ensemble de la production scientifique. C'est aussi bête que ça. Donc ça, c'est un type de données aujourd'hui un peu masqué. Alors c'est dommage parce que ces données elles viennent bien sûr avant. Et alors l'autre aspect, c'est les underlying data, ce dont j'ai déjà parlé, qui sont les données associées aux publications. Alors on verra que par rapport au projet Horizon 2020, ça a une signification tout à fait particulière. Ce sont des données des jeux de données ou des ensembles de données qui sont repérés, isolés et qui cités dans le texte, mais qui sont en appui de ce qui est produit dans les publications, et c'est absolument indispensable de pouvoir donner accès à ça. Alors, j'en dirai quelques mots dans le cadre du projet Horizon 2020. Ensuite, il y a d'autres données, d'autres stades, qui sont les données brutes, qui sont accumulées par les instruments ou par les différents capteurs, qu'on peut voir exister dans le processus. Ça peut être des télescopes, des satellites, des caméras, etc. Ces données brutes, qui sont des données d'instruments, elles n'existent pas. Légalement, elles n'existent pas. Ce sont des purs produits d'instruments. Il faut les attraper, les organiser, les sélectionner, les traiter, les mettre en forme. Et tout ce premier travail,
est fondamentale avant de pouvoir les exploiter. Et on verra que cette progression, qui est très variable selon les disciplines et qui se fait avec plus ou moins de vitesse et de mobilisation de ressources, est essentielle dans le processus. J'ai distingué une quatrième partie ce que j'appelle les données d'observatoire, qui sont des données qui sont pas collectées, enfin qui sont collectées de façon routinière. Voilà, je sais pas, on mesure, la météo fait de la collecte de données absolument routinière. Les données environnementales sont très souvent collectées de façon routinière. On place des capteurs à certains endroits et on amasse de la donnée. C'est pas spécifiquement pour des études particulières, mais on a cette idée d'accumuler de l'information, de la structurer pour ensuite développer des recherches spécifiques ou du traitement spécifique. Alors, c'est pas innocent ça, parce que ces données-là, très souvent, sont en général des données qui sont partagées parce qu'elles font appel à des infrastructures de recherche massives et sont très souvent internationales, et on a donc, en particulier pour les données environnementales, et on a là donc des systèmes d'organisation des données qui ne sont pas du tout liées aux publications, dont on ne peut pas dire aujourd'hui qu'elles vont déboucher sur des publications d'ailleurs, mais qui existent et qui nécessitent là de grosses ressources. C'est le principe du développement de grandes infrastructures. Après, dans la partie gauche, il y a les regards qu'on peut avoir sur les données. Alors les données, il y a l'aspect juridique. Alexandre a parlé des problèmes juridiques et il y aura une formation d'Émilie Masson sur ce sujet un peu plus tard dans l'année. C'est vrai que c'est fondamental parce qu'il y a énormément, selon le stade dans lequel sont les données, il y a des statuts juridiques complètement différents et donc il est extrêmement intéressant de se poser ces questions-là. Je ne vais pas le résoudre aujourd'hui, mais on peut se poser la question de savoir est-ce que les données de la science ne sont pas des biens communs et qu'est-ce qu'on y pense à l'échelle européenne. J'en parlerai tout à la fin de mon exposé sur l'évolution de la directive européenne sur les droits d'auteur et droits voisins, et où on essaye de faire rentrer des choses concernant les données. Alors il y a le texte et data mining, et en France, il y a le code de la propriété intellectuelle qui contrôle ces choses-là. On peut avoir une vision complètement documentaire de ces choses. Une donnée, c'est un objet pour qu'il soit connu, partagé et éventuellement réutilisable, il faut le décrire. Donc il faut des métadonnées autour, que ce soit un jeu de données, un tableau, une figure, etc. Donc là, il y a un aspect documentaire, de curation de ces données, de développement de schémas de métadonnées pour décrire, etc. Donc, et de plans de gestion de données. Et là, Dominique Lostis parlera de ce qu'on appelle les DMP et de cette gestion. Et là, les professionnels de l'IST ont un rôle important à jouer. Il y a les aspects scientifiques, il faut tenir compte des pratiques disciplinaires, il faut tenir compte. Les données ne se gèrent pas de la même façon quand on a un grand collisionneur comme au CERN, où là ou des grands télescopes qui produisent des données massives, etc., et qui sont des infrastructures forcément partagées et collaboratives, et puis des données qui sont récoltées sur le terrain par un éthologue, etc. Donc c'est complètement différent. Derrière se développent sur le plan scientifique des métiers nouveaux, le métier des data scientists, c'est-à-dire des spécialistes du traitement de la donnée et de l'extraction de connaissances dans les données, très associés à la notion de big data. Donc voilà, ça c'est des visions qu'on peut avoir autour des aspects scientifiques et de la science guidée par les données, vraiment, où c'est les processus d'accumulation de données qui permettent de développer des stratégies scientifiques. Il y a un aspect politique. Que fait-on de l'ouverture des données? Elles ont une valeur, ces données, donc qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que les institutions de recherche poussent à l'ouverture ou pas? Il y a des problèmes de brevets derrière, etc. Et puis la valeur économique. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est extrêmement important à traiter. Enfin, les problèmes éthiques. Que fait-on avec la protection? Il y a les données personnelles. Qu'est-ce qu'on fait avec ces problèmes-là? Et la façon de traiter les partages et la circulation des données de façon responsable. Donc vous voyez que la donnée, c'est quelque chose d'extrêmement complexe qu'on peut adresser sous divers plans. Et donc moi, je vais brosser et je vais faire des petites touches comme ça sur certains points. Dominique Lostis parlera spécifiquement d'autres aspects dans le cadre de ce qui se fait à l'INRA. Mais voilà, c'est un peu un patchwork que je vais présenter. Alors, il y a une chose qu'il ne faut pas confondre, c'est open science et open data. Le mot open data est quelque chose qui fait référence beaucoup à ce qu'on appelle le e-gouvernement, c'est-à-dire aujourd'hui, on est dans une stratégie d'ouverture des données de l'État à l'échelle mondiale.
vous pouvez accéder aux données de la NASA, aux données des NIH américains, etc., qui sont des organismes d'État, et il y a une grande ouverture. Vous pouvez accéder en France à énormément d'informations qui sont fournies, qui sont produites par les administrations françaises, qui sont produites par l'INSEE, par le BRGM, par l'INED, etc., qui sont des organismes en charge, des organismes d'État en charge de la production de données. Et il y a une réflexion globale avec la création d'un administrateur général des données à l'échelle nationale, mais qui ne traite pas spécifiquement des données scientifiques, traîne de l'ouverture avec cette idée que il faut faire rentrer dans le processus de la décision publique le principe de l'analyse des données. Autrement dit, construire une décision publique par une analyse de données sous-jacentes et d'études sous-jacentes. Donc pour ça, il faut que les données circulent, il faut pouvoir les libérer et faire en sorte qu'elles puissent être confrontées avec des principes d'études qui sont ceux de la science. Donc le mouvement de l'ouverture des données scientifiques procède évidemment de la même chose, hein, mais il ne faut pas les confondre, mais par contre, les intérêts sont évidemment partagés, et il est quand même, compte tenu du fait qu'on a pas mal d'organismes de recherche qui sont en appui des politiques publiques, il est quand même extrêmement intéressant que les données qu'ils produisent puissent être ouvertes de façon à ce que les processus de décision publique puissent les utiliser correctement. Alors, une chose intéressante, c'est on a fait une enquête au CNRS dans les unités, auprès des directeurs d'unités du CNRS, et on a posé un certain nombre de questions concernant les données de recherche. Et il y avait une question, c'est les recherches conduites dans votre laboratoire produisent-elles des données de la recherche nécessitant des pratiques de gestion? Autrement dit, est-ce que vous produisez des données qui méritent qu'on les gère pour éventuellement les réutiliser? Autrement dit, quelle est la part de travail qu'il faut faire autour des données qui sont produites dans votre laboratoire? Et vous voyez, alors, bon, je vais vous donner quelques codes sur la façon de lire le diagramme en bas à droite. Vous voyez que c'est évidemment dans les sciences humaines et sociales, là, complètement à droite, qu'on a le plus de données qui sont visibles et gérées et qui demandent effectivement du partage. Le deuxième, c'est l'INSB, je pars de la droite vers la gauche. L'INSB, qui est les sciences biologiques, où effectivement il y a aussi beaucoup de données. L'INSU, c'est les sciences de l'univers, c'est l'observation, etc. L'INE, c'est l'environnement. Donc on voit tout de suite que dans ces sciences-là, il y a énormément de données à gérer. Par contre, on avait posé également une autre question. Pensez-vous que vos données de recherche soient libres de droit? Et alors là, c'est très intéressant parce que grosso modo, c'est un tiers, un tiers, un tiers. Il y en a un tiers qui disent oui, elles sont libres de droit, un tiers qui dit non, et un tiers qui dit je sais pas. Bon, tel qu'était posée la question, effectivement, c'est pas tellement choquant d'avoir ça, mais je pense que ceux qui ont raison, c'est ceux qui disent je ne sais pas. Parce qu'effectivement, on peut se poser vraiment aujourd'hui la question de savoir à qui appartiennent les données, à quel moment, mais à quel stade doit-on poser la question et comment? Donc, un vrai problème juridique autour de la donnée. Cette même enquête nous a permis de voir un peu qu'on ne traitait pas les mêmes données de la même façon. Quand on dit données dans un monde scientifique, ça ne veut pas dire grand-chose. Il y a des données d'expérience, il y a des données textuelles, il y a des données de simulation, il y a des données d'observation, etc. Donc, selon les disciplines, on voit bien qu'au CNRS, on a 10 instituts. Si vous voyez que, par exemple, en marron, c'est les sciences humaines et sociales qui utilisent beaucoup sur la partie droite de données d'enquête et de données textuelles. Au contraire, on a des disciplines, je pense aux chimistes en bleu très clair, qui ont des données expérimentales, etc. Donc, et qu'on ne peut pas dire je vais avoir une politique des données sans tenir compte des disciplines. Ça, c'est essentiel. Alors ça, c'est une autre vision de la représentation des données, de la façon dont elles existent. C'est un projet européen qui s'appelait Opportunities for Data Exchange, qui dit un peu ce que j'ai dit. Voilà, il y a ce qu'on appelle les raw data, des données brutes. Il y a des données qui sont un peu plus structurées parce qu'on a commencé à les travailler, on a fait de la sélection et elles sont dans des bases un peu plus structurées. On a des données qu'on a traitées au sens scientifique du terme et que l'on peut visualiser correctement. Et en fait, on a des données qui sont publiées. Donc, évidemment, le volume a tendance à décroître, la qualité et la valeur ajoutée des données a tendance à augmenter. Mais on voit bien qu'il faut s'intéresser spécifiquement à certains types de données, en particulier les data collections, c'est-à-dire les données qui ont été collectées, nettoyées et qui sont mises à disposition. Celles-là sont assez fondamentales parce qu'elles vont permettre, si elles circulent bien,
d'emmagasiner de la connaissance et il faut les publier. Alors il y a un nouveau concept qui apparaît, c'est le concept de data paper, de publication sur les données. C'est-à-dire on ne publie pas, on ne fait pas une publication sur l'analyse de données, on fait une publication sur l'existence de ces données. On dit voilà, on a produit des données dans tel concept, dans tel contexte, elles ont été sélectionnées, elles sont comme ci, elles sont disponibles là. Et ces data papers correspondent aujourd'hui à une nouvelle forme de transmission de la connaissance. On ne fait pas une exploitation des données, on peut la faire par ailleurs, bien sûr, mais on met à disposition ces données et on a des journaux spécialisés dans les data publications. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour le personnel IST, ces choses-là? Ça veut dire que pour le personnel IST, on passait traditionnellement de l'accès à de la documentation pour les chercheurs, et c'est fournissait de la documentation pour les étudiants, pour les chercheurs, et passer tout doucement à de la valorisation de la production interne, c'est-à-dire on a quand même de plus en plus de gens, particulièrement des organismes de recherche, qui s'occupent de la production de la recherche, et à des fins de gestion, aussi de connaître ce qui est produit dans les différentes structures de recherche, et de faire des analyses de politique scientifique. Et on passe aujourd'hui, en inscrivant les données comme étant un élément important en termes de gestion de l'information produite par la recherche, on passe aussi à d'autres objets, c'est-à-dire qu'il faut aujourd'hui traiter les jeux de données qui sont produits dans les unités de recherche et dans les laboratoires comme des éléments importants dont il faut s'occuper, qu'il faut signaler, qu'il faut entretenir, préserver, mettre à disposition, etc. Ça, c'est absolument essentiel. C'est un changement de culture important. Moi, je suis le premier à dire que l'ensemble des données de ma thèse ont totalement disparu. Ils sont absolument plus... Voilà, on ne peut plus les avoir. Donc, c'est un peu... Bon, je ne dis pas que ce que j'ai fait était fondamental, peu importe. Mais en tout cas, on ne peut plus y accéder. Ça, et je crois que, malheureusement, c'est très souvent le cas. Donc, derrière, il faut se rendre compte que c'est un changement assez fondamental aussi parce qu'on passe de la gestion de l'enveloppe des publications ou des productions scientifiques à la gestion des contenus. C'est-à-dire, il faut être capable, et ça se fait tout doucement, de pouvoir développer des plateformes d'annotation de documents et de gérer ce genre de service. C'est-à-dire que c'est vraiment, on commence à s'intéresser au contenu. Et derrière, comme on est dans une ouverture de plus en plus grande, il faut effectivement s'intéresser à des plateformes coopératives et à des notions de partage et de réutilisation. Un des éléments fondamentaux, parce que qui dit partage dit réutilisation, qui dit réutilisation dit est-ce que j'ai confiance dans les données que je vais réutiliser. C'est-à-dire, les données des autres sont toujours très intéressantes, mais est-ce que j'ai confiance? Parce que mes données, je sais comment je les ai produites. Je sais exactement, voilà, j'ai une traçabilité de ce que j'ai fait. Est-ce que les données des autres sont aussi intéressantes, aussi fiables? Est-ce que je ne vais pas, en prenant les données de quelqu'un d'autre, fausser ma réflexion parce que je vais mal interpréter les choses, etc. D'où l'importance d'avoir dans les processus de mise à disposition des données une connaissance de l'ensemble des mécaniques, c'est-à-dire des méthodologies qui ont permis de les créer, de façon à ce que toutes ces informations améliorent la trustabilité, comme on dit en anglais, c'est-à-dire la confiance que l'on peut avoir dans la réutilisation de ces données. Donc c'est un élément essentiel, et là, alors il y a un certain nombre de procédures qui ont été développées. L'ICSU a développé dans les systèmes mondiaux d'échange de données autour du climat, de l'environnement, etc., ont développé des processus de qualité qui sont connus de façon à ce que les réservoirs de données soient qualifiés et qu'il y ait une confiance, une bonne confiance dans la réutilisation. Et il y a un certain nombre de tampons. Il y a le principe de Data Seal of Approval qui a été mis en place par les Hollandais et qui commence à se généraliser pas mal. Il y a Nestor, qui était un projet européen, qui a développé aussi le Nestor Seal en 2013, qui sont donc des processus qualité sur les données qui sont diffusées. Donc ça, c'est extrêmement important, et là, les personnels IST ont un rôle important à jouer. Alors, les barrières, j'en arrive à la dernière partie, il faut que je me dépêche peut-être, hein. Je suis un peu... oui, je me dépêche, voilà. Donc ce qui est important, c'est la culture du partage. Ça, c'est clair. Alors le partage, il se fait pas, il peut se faire avec son voisin de bureau, effectivement, mais l'intérêt, c'est que dans les sujets qu'on traite sur des disciplines scientifiques, ça doit se faire à l'échelle des organismes et à l'échelle des communautés scientifiques mondiales. Donc il y a un certain nombre d'initiatives où on réfléchit à ce genre de choses, et en particulier, il y en a une. Alors il y a des politiques d'organismes, hein, bien sûr, et
Dominique pourra dire quelques mots de la politique de l'INRA. Il y a des communautés qui sont très en avance sur les partages, en particulier les communautés qui, de toute façon, se partagent déjà les instruments qui génèrent les données. Les astrophysiciens, quand ils se partagent l'utilisation des grands télescopes, et qu'ils passent une grande partie de leur temps à analyser des productions, je sais pas, une photo du ciel et à la comparer à la même photo du ciel dans une autre longueur d'onde, etc. Ils sont bien obligés d'accéder aux informations des autres qui sont antérieures. Donc ils ont des pratiques de partage qui sont déjà inscrites dans leur processus de recherche. Les gens qui font de la biologie moléculaire, de la génomique, évidemment, ont ces mêmes pratiques parce que on accumule des données, on travaille sur des petits bouts et on accumule ces données de façon à pouvoir les traiter. Je vais vous dire un mot de cette initiative mondiale qui s'appelle l'Alliance pour les données de recherche, qui a été lancée il y a 3 ans maintenant, qui est subventionnée par la Commission européenne à travers un programme qui s'appelle RDA Europe, et dans lequel le CNRS est partie prenante. Les États-Unis à travers la NSF, la National Science Foundation, et les Australiens à travers leur service national de gestion des données, qui finance c'est une infrastructure énorme, en fait très légère, complètement bottom-up. Ce sont des gens qui travaillent sur des groupes de travail tout à fait particuliers, qui couvrent absolument tous les sujets liés au partage des données. L'idée, c'est de lever toutes les barrières. Alors ça va sur la gestion des données, la gestion des métadonnées, les problèmes juridiques, les problèmes de structure, les problèmes de format, et puis les problèmes d'identifiant, de données, etc. Donc tous les sujets sont traités dans différents groupes de travail, on y participe en ligne, ça se fait de façon très, très coopérative. Il y a des plénières, 2 fois par an. La dernière a eu lieu à Paris au mois d'août, et la prochaine a lieu début mars à Tokyo, donc c'est extrêmement mondial. Et c'est très intéressant parce que là on est dans une bascule, hein. Il y a vraiment une prise de conscience mondiale de la nécessité de se partager les données. Et il y a encore pas mal de travail. Et voilà, l'idée la grande idée, c'est ça, c'est de dire il y a un lien entre la publication et les données. On se partage les publications, on développe des modèles, des nouveaux modèles économiques autour de la publication, mais il est évident que les données qui sont sous-jacentes sont essentielles. Et cette idée-là, il y a un excellent livre de Borgman en 2015 sur les données. Si vous avez non pas du temps à perdre, mais un intérêt particulier, je vous invite à lire ce livre. Alors la Commission européenne dit quoi? Elle dit aujourd'hui, je finance des programmes de recherche et je demande, dans le cadre, si vous avez un programme, vous avez la chance d'avoir un financement dans le cadre d'Horizon 2020, vous devez déposer les données associées aux publications que vous faites. Et vous devez les déposer et les données que l'on vous demande de déposer, ce sont les données dites underlying, c'est-à-dire liées aux publications. Si vous pouvez déposer également les données structurées, les autres données, tant mieux, faites-le. Mais il y a une obligation contractuelle. Et pour faire ça, alors on demande de les déposer dans un réservoir, de prendre des mesures, non pas simplement du dépôt, mais de faire que les données soient suffisamment riches pour qu'elles puissent être accessibles et qu'elles puissent être partagées et qu'elles puissent être réutilisables. Donc c'est quand même un niveau de qualité extrêmement intéressant. Et elle demande également qu'on fournisse tous les éléments qui permettent aussi de les visualiser, c'est-à-dire de les exploiter, car quelquefois on produit des données et leur exploitation, leur réutilisation est complètement liée à l'utilisation d'un logiciel de visualisation, par exemple. Donc c'est le genre de choses, il suffit pas de se donner bonne conscience en disant oh oui, bon, j'ai mis des fichiers illisibles sur un serveur qui est accessible, mais caché quelque part. Hein, ça ne suffit pas. Voilà. Donc, alors, bon, je vais passer ça. Alors, derrière ça, ce que demande la Commission européenne dans les projets, c'est d'avoir un data management plan, c'est-à-dire en fait un document qui accompagne les projets. Et je n'en dis pas plus puisque je déflorerai le sujet qui sera traité par Dominique. Donc, on en passera. Aujourd'hui, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a des tutoriels qui ont été développés. Enfin, on essaye de faire de la formation à ce genre de choses. Des tutoriels qui ont été développés par l'Institut de l'information scientifique et technique, qui sont en ligne, qui vous expliquent comment on peut faire ce genre de choses. Mais voilà, c'est un lien, ça pourrait être intéressant. Il y a un projet entre l'URFIST, alors c'est l'URFIST de Nice qui est actif particulièrement là-dedans, et l'INIST, dans le cadre de la bibliothèque scientifique numérique, qui est effectivement notre jargon national pour décrire les activités concernant l'IST que l'on a à l'échelle nationale sous l'égide du ministère, et qui se focalise sur ces problèmes de formation
aussi bien des chercheurs que des personnels d'appui à la recherche autour de la nécessité de partage des données de recherche. Alors, les derniers points concernant les problèmes éthiques et juridiques. Le comité éthique du CNRS s'est penché sur ces problèmes liés aux données. Il s'est autosaisi de ce problème-là en rappelant, et j'ai sorti quelques recommandations en fait, les plus importantes. C'est clair que les chercheurs et l'ensemble des personnes qui manipulent les données doivent être formés à ces problèmes éthiques et à cet enjeu du partage et l'enjeu de la circulation dans le respect, effectivement, des législations existantes et dans le respect aussi des personnes. On a des problèmes liés aux données personnelles dans le monde médical, aux cohortes de patients, etc. Enfin, on a plein de problèmes, il faut bien sûr respecter. Mais ce qui est extrêmement important, c'est de voir que les chercheurs eux-mêmes ont bien conscience de ça et qu'il y a des actions à tenter. Donc, traiter les données sur le plan scientifique, c'est bien, sur le plan économique, c'est bien, sur le plan juridique, c'est bien, mais il y a l'aspect éthique et qu'il faut traiter l'ensemble de ces plans de la même façon. Alors, le projet de loi numérique, donc la France a... le gouvernement a déposé un projet de loi qui s'appelle Projet de loi pour une République numérique, et il y a un volet concernant le partage des données associé à cette loi. Cette loi a subi un processus un peu particulier, parce que c'est la première fois en France que le projet de loi qui a été proposé par le gouvernement a été ouvert à la consultation publique. Donc il a été ouvert pendant à peu près 3 semaines, je crois, quelque chose comme ça. On pouvait voter pour des articles de loi, dire ça me va pas, corriger les textes, on pouvait rajouter des articles de loi, etc. Et cette procédure, c'est la première fois que ça existe en France, c'était particulièrement intéressant parce que on a pu, et la communauté de recherche a beaucoup travaillé, on a été associés à ça, on a beaucoup discuté entre nous, entre les universités et les organismes de recherche, il y a eu pas mal de choses qui ont été échangées, et on a fourni des informations. Il y a eu 5 articles de loi qui ont été rajoutés suite à ce processus-là, donc ça veut dire que c'est de la démocratie participative réelle, je veux dire ça a donné réellement quelque chose. C'était pas simplement une façade, et donc il y a eu des choses extrêmement intéressantes qui ont été produites et que je vais vous présenter. Il y avait quelque chose sur lequel on s'est beaucoup battu, qui était l'idée que les productions de la recherche pouvaient être considérées comme des communs informationnels, c'est-à-dire des biens communs. Il se trouve que la définition juridique des biens communs au XXIe siècle est encore quelque chose qui ne fait pas consensus, et donc ça a été retiré de la loi. C'est bien dommage, parce qu'il y a un chantier juridique extrêmement intéressant à creuser de ce côté-là. Autrement dit, entre l'information publique et l'information privée, il y a un troisième style qui est l'information commun. Voilà. L'air qu'on respire, il n'est pas privé, il n'est pas public, c'est un bien commun. Et donc, il faut peut-être protéger ces biens communs et les décrire et leur donner un statut positif dans la loi. C'est pas forcément évident. En tout cas, ça a été retiré. On y avait beaucoup travaillé pour que les données scientifiques soient considérées comme des biens communs. Mais ça n'est que partie remise. Ce texte, il a été voté en séance mardi après-midi. Hein. Donc c'est tout frais en séance de l'Assemblée. C'était assez intéressant. Et donc il est passé, et donc maintenant il part au Sénat. Dans le principe de la construction de la loi, c'est qu'il est en procédure accélérée. Ça veut dire que il a été examiné par les députés, il passe au Sénat. Si le Sénat l'entérine, c'est parfait. Si le Sénat apporte des modifications, ça ne repasse pas en deuxième lecture auprès des députés. Il y a constitution d'une commission mixte paritaire, sénateur-député, qui va traiter le sujet, et la dernière parole revient toujours aux députés. Mais en général, dans des commissions, on arrive à trouver des accords. Alors, peut-être qu'il y a ce que je vais vous présenter, il y aura des reculades après, mais je voudrais quand même vous les présenter à ce stade parce que c'est assez intéressant. Alors, a été rajouté un article qui dit que un écrit scientifique, que l'auteur, même s'il a cédé, grosso modo, même s'il a cédé des droits à un éditeur pour éditer, donc transférer ses droits patrimoniaux intégralement à un éditeur, conserve
le droit, conserve le droit, la possibilité, hein, c'est pas une obligation, il conserve la possibilité de déposer ces articles scientifiques dans une archive, et ça avec un délai de 6 mois pour les sciences techniques, médecine, etc., et de 12 mois pour les sciences humaines et sociales. Voilà. Donc ça, c'est une avancée extrêmement importante. Les Allemands se sont dotés de cette mesure-là il y a 2 ou 3 ans maintenant. Et donc, voilà, on s'est beaucoup battu pour ça. Ça, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important. Alors, les bagarres qui ont eu lieu sur ce sujet-là ont été la durée d'embargo, les éditeurs voulant que ce soit 12 et 24 mois, etc. Donc, ça a été un sujet de débat, et c'est pas fini. Une chose qui était extrêmement intéressante aussi, c'est que concernant les données de recherche, l'idée derrière, c'est que la réutilisation des données est libre. J'accélère. Et ça, c'est vraiment intéressant. Ça veut dire que les données qui sont contenues dans les articles et autour, à partir du moment où elles ont été financées, etc., ou par des fonds de l'Union européenne, c'est-à-dire là, on est bien dans une logique où on traite le contexte international, on a ces choses-là. Alors, il y a un article terre qui a été rajouté, je dirais, pour adoucir les choses, qui dit qu'il va y avoir une évaluation de l'effet de cette loi sur l'édition scientifique, de façon à ménager effectivement les activités de l'édition scientifique française. Et pour les données de recherche, il y a un article nouveau qui a été rajouté, en particulier qui traite et qui implique une modification du code de la propriété intellectuelle, et qui dit que on peut faire du TDM. C'est-à-dire on a le droit aujourd'hui, il faut savoir qu'initialement, pour faire du texte, de la fouille de contenu, il faut faire une copie des documents, et que cette copie était interdite. Elle est interdite dans le cadre de la loi européenne, etc. Et donc là, on a, dans un cadre précis, il faut que ce soit absolument pas de but lucratif, que ce soit vraiment pour des activités de recherche, on a la possibilité de faire du TDM, donc de faire des copies passagères et de traiter les données, et que les résultats de ces traitements sont considérés comme des données de recherche. Donc sont eux-mêmes rentrent dans le processus qui leur permet d'être partagés. Donc ça, c'est extrêmement intéressant, et c'est pour les données des articles, mais également pour les bases de données. Donc on est vraiment dans une logique d'ouverture. C'est quelque chose d'assez nouveau et surprenant. Bon, je croise les doigts pour qu'il n'y ait pas de modification et qu'on reparte en arrière, mais ça veut dire que dans l'exploitation des données sur le plan scientifique, la France vient là de faire un pas important, et il faut le reconnaître comme tel. C'est plutôt bon signe. Donc voilà, ce que je dis, c'est que la suite, on verra. Il y a une mission sur le texte et data mining qui a été confiée à la fois par le ministère de la Culture et le ministère de la Recherche au président du groupement français des industries de l'information, pour voir l'impact que peut avoir aussi les activités du texte et du data mining sur l'édition, de façon à ne pas se tromper. On est dans un contexte international de révision juridique important, puisque la directive européenne sur les droits d'auteur et droits voisins va être également modifiée normalement en 2016. Alors, pour terminer, c'est un peu en guise de conclusion, je dirais, quel que soit le rôle que vous avez dans le processus de recherche, que vous soyez doctorant, chercheur confirmé, directeur de thèse, ou personnel d'appui à la recherche, technicien, documentaliste, etc., ce qui est important, c'est que vous avez à traiter, vous avez un rôle à jouer sur les données de recherche, dans le choix, dans la sélection, dans la valorisation, dans la description, etc. Et c'est fondamental de faire en sorte que ces données puissent être findable, accessible, interoperable et reusable. Ça veut dire que vraiment soyez juste, soyez au bon endroit au bon moment, faites en sorte que les données puissent être partagées, puissent être trouvées, puissent être accessibles. Alors ça veut dire, effectivement, il faut travailler sur le plan technique, sur le plan documentaire, sur le plan légal, etc. Mais l'objectif, c'est bien ça. Il faut constamment penser que, voilà, je produis de l'information, j'y rajoute de la valeur ajoutée, mais en même temps, c'est pas la peine de mettre de la valeur ajoutée si en plus j'en perds parce qu'elles sont plus accessibles. Autrement dit, il faut réfléchir exactement à ce qu'on fait dans le processus. Ça, c'est vraiment le message final que l'on peut donner. Je m'arrête là, j'ai été trop long, comme d'habitude. Est-ce que on fait les questions après ou si j'ai été trop long, on peut. Mais,
Oui, non, mais dis-moi. Bonjour. Est-ce que les articles ont un effet rétroactif? Ah, c'est intéressant. Oui. Euh, c'est intéressant. J'en sais rien. Euh, J'en sais rien. Oui, a priori, oui. C'est-à-dire, en fait, quand vous avez des données qui sont produites, à partir du moment où vous pouvez les ouvrir, il y a une chose qui est intéressante, c'est que quand vous faites une base de données, elle est protégée, mais elle est protégée pour une période. Par exemple, elle tombe sous une protection de la directive de 96 pour 15 ans. Mais chaque fois que vous faites une modification dans la base de données, ça prolonge la durée. Bon, donc, vous voyez qu'on est dans quelque chose d'assez mouvant. Oui, aujourd'hui, les données, à partir du moment où vous créez une collection, même avec des articles anciens, vous créez un corpus de textes avec des vieux textes. Bien sûr, c'est des anciens textes, mais si ça tombe sous le coup de la loi, bien sûr, vous pouvez les ouvrir. Oui, 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 allez-y. Oui. Bah, un chercheur français, il est censé appliquer la loi française. Enfin, donc, encore une fois, on est là dans une possibilité. Hein. C'est pas une obligation pour le chercheur de déposer. Bien sûr, on va lui recommander, mais vous produisez de l'information en France, vous êtes soumis à la loi française. Donc, vous avez cette possibilité en tant que chercheur de déposer, c'est-à-dire il n'y a plus de transmission totale et permanente de vos droits. Même si vous avez cédé vos droits à un éditeur, quel que soit l'éditeur, vous conservez ces droits. Ça, c'est la loi qui va le dire. Donc, à partir de ce moment-là, on ne peut pas s'opposer à ce... Enfin, aucun éditeur ne peut s'opposer à l'existence de la loi française. Un chercheur français sur le territoire français applique la loi française. Bon, je voudrais dire que ça ne devrait pas bouleverser fondamentalement l'édition scientifique nationale, européenne ou mondiale. Bien sûr, il y a ces craintes des éditeurs de perdre cette exclusivité des droits patrimoniaux sur les articles, mais ce qu'on peut voir déjà à l'étranger, alors bien sûr, il n'y a pas assez de recul peut-être, mais c'est que ça ne devrait pas bouleverser fondamentalement le schéma économique des éditeurs. Vous avez à un moment abordé la question des liens entre pratiques scientifiques, instruments scientifiques, théories, concepts et données. Et vous avez souligné par exemple qu'au CERN, ils ont des outils communs, donc c'est très facile de partager les données puisqu'ils ont les mêmes outils pour les mesurer et ils ont même peut-être même les mêmes théories. Moi, dans les années 90, je me suis un peu intéressé aux sciences cognitives et ce qui m'avait effaré, c'était il y avait les biologistes, il y avait les linguistes, il y avait les philosophes, il y avait les psychologues, il y avait ceux qui se référaient à l'imagerie médicale, etc., etc. Et je me suis perdu, à vrai dire, là-dedans. Et en même temps, on postule homogénéité des données et réutilisation. Et on postule ça parce que, d'une part, d'un point de vue technique, bon, il y a la numérisation permet l'homogénéisation. Et on s'appuie aussi sur des descriptions des données. Et ces descriptions renvoient aux méthodes du recueil des données. Mais j'ai l'impression que dans le... Enfin, je découvre un peu ce ouais. J'ai l'impression que les données ajoutées pour pouvoir les traiter
sont plutôt confiés à des informaticiens, à des bibliothécaires, à des gens qui sont extérieurs aux disciplines. Est-ce pas un problème? Est-ce pas plutôt aux natifs, aux gens des disciplines, aux tribus, je dirais, de décrire elles-mêmes leurs données et les conditions de réutilisation et d'exploitation et de confiance de leurs données? Ok. Oui, alors, oui, c'est un vaste débat, mais c'est effectivement autour de la. Moi, ça m'interroge. Oui, bien sûr, mais autour de la donnée, il y a le scientifique. En fait, il y a un triptyque. Il faut la connaissance disciplinaire, il faut la connaissance de la gestion de l'information, et il faut en général la connaissance technique, informatique, on va dire, du traitement. Donc c'est ces trois compétences qui sont essentielles. Bon, c'est difficile de les réunir de façon massive dans une seule personne, mais par contre, c'est pour ça que moi je soutiens que l'évolution du métier, des processus, du métier des personnels d'appui à la recherche, que sont les documentalistes ou les informaticiens dans les laboratoires, qui font de l'informatique scientifique par exemple, voilà, ces gens-là sont au plus près des chercheurs et donc ils doivent travailler avec les chercheurs. Il doit y avoir de l'osmose autour des données. Et alors bien sûr, on a tendance à pas forcément parler toujours le même langage au début, mais c'est essentiel qu'on puisse avoir cette percolation pour que les données soient bien traitées. Il y a ces nouveaux métiers qu'on appelle data librarians, qu'on appelle data scientists, où on voit des gens qui ont des backgrounds soit informatiques, soit gestion d'information, qui arrivent et qui travaillent avec les chercheurs. Ça se fait en douceur, plus ou moins vite selon les disciplines. Mais évidemment, c'est fondamental qu'il puisse y avoir un apport de chaque compétence pour traiter correctement les données. C'est essentiel. Mais dans ce que j'ai décrit dans l'Alliance pour les données de recherche, on a bien des gens, on a des scientifiques, on a des techniciens et on a des professionnels de l'information qui se retrouvent dans les mêmes groupes de travail pour discuter de la façon dont on va faire de l'interopérabilité entre les données, etc. Donc on est bien là dans un changement de pratique. Le chercheur n'est pas tout puissant sur ses données, il ne peut pas l'être. Le bibliothécaire ne peut pas être tout puissant sur l'information. Il faut que ça se fasse vraiment de façon négociée et conjointe, au bénéfice finalement d'une meilleure circulation des données. Oui.